Salut à toi, et aujourd'hui j'aimerais te parler de Totò Riina. Totò Riina, de son vrai prénom Salvatore Riina, est né le 16 novembre 1930 à Corleone. Il est mort le 17 novembre 2017 à Parme d'un cancer des reins. Il est connu comme étant le chef suprême de la mafia, il capo di tutti capi, le chef de tous les chefs. C'est donc un personnage très important de la mafia sicilienne que je te présente aujourd'hui. On le surnommait Totò o Curto, qui veut dire en sicilien Totò le Petit. En effet, il mesurait 1,58 m. On pourrait se dire, avec une si petite taille, il n'avait pas de quoi impressionner les gens. Mais en fait, il était très féroce. C'est pour ça qu'on l'appelait le fauve, la belva. Il aurait commis, au cours de sa carrière criminelle, environ 40 meurtres qu'il a lui-même fait de ses propres mains. Il aurait commandité environ 110 autres meurtres. Donc c'était vraiment quelqu'un qui tuait tout le monde. Quiconque voulait se mettre sur son passage était promis à une mort certaine. Donc pendant les années 1980 et le début des années 90, en fait, Riina et sa famille de mafieux, c'est-à-dire les Corleonesi, parce qu'il est né à Corleone, donc on appelle ça les Corleonesi, ils ont mené une grande campagne de violence contre des membres rivales, mais aussi contre l'État italien. On se souvient par exemple des attentats contre les juges antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui ont été tués en 1992 à 2 mois d'intervalle. La mafia sicilienne, grâce à Totò Riina, ils ont répandu une grande terreur dans la Sicile entière. Et il y a eu et ça a entraîné des mesures fermes des autorités, car ils voulaient capturer et emprisonner Totò Riina, et aussi plusieurs autres de ses associés. Alors, avant de vous raconter comment il a été capturé, c'est-à-dire en 1993, j'aimerais vous raconter comment la carrière criminelle de Totò Riina a débuté. Alors, déjà, il faut savoir qu'en 1943, Totò Riina, alors qu'il était avec son père Giovanni et son frère Francesco, qui était âgé de 7 ans, il était en train d'essayer d'extraire des explosifs d'une bombe américaine qui était tombée dans une de ses terres. Et il voulait revendre ces explosifs, car dedans, il y avait du métal et ça rapportait de l'argent. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et son père, il va mourir. Donc, à ce moment-là, Totò Riina, il devient le chef de la famille. À ce même moment, il va faire la connaissance d'un autre mafieux, qui est à ce moment-là le chef des Corleonesi. Et il se nomme Luciano Liggio. Et Luciano Liggio, il va l'initier au vol du blé et à la pratique du pizzo chez les agriculteurs des zones voisines. Le pizzo, ça veut dire littéralement le racket. C'est un impôt que vous devez payer pour être protégé par la mafia. Totò Riina, il va commettre donc son premier meurtre, à cette même période. Et 1 an plus tard, à l'âge de 19 ans, il va être condamné à 12 ans de prison pour homicide volontaire, car il a tué une personne lors d'une dispute. Donc on voit toute la férocité d'un homme. Pour une simple dispute, il est amené à tuer quelqu'un. Le 13 septembre 1958, alors qu'il a effectué 6 ans de prison, il est libéré et il retourne à Corleone, comme si de rien n'était. Et il va reprendre contact avec Luciano Liggio. Il ne changera pas ses habitudes. Sauf que Luciano Liggio, il va lui donner un rôle de premier plan dans ses activités mafieuses. À cette époque-là, les Corleonesi, ils s'occupent principalement d'abattage clandestin. Et avec eux, il y a certains grands noms que l'on connaît aujourd'hui, car ce sont des grands mafieux. On pourrait citer par exemple Bernardo Provenzano, et qui est aussi un symbole de la mafia.
Il faut savoir que Liggio et ses hommes, en fait, donc Totorina, Bernardo Provenzano, etc., ils travaillent en fait pour le docteur Michele Navarra, qui est le chef de la mafia de Corleone. Donc il a un rôle très important dans la ville de Corleone. Et c'est pourquoi les Corleonesi eux-mêmes, ils vont décider d'éliminer Navarra le 2 août 1958, car il occupe cette position trop importante et ça empêche Totorina et Luciano Liggio d'évoluer dans le sens qu'ils voudraient. Donc Totorina est arrêté à Corleone en décembre 1963 par un groupe de policiers dont le commissaire Angelo Mangano, qui est d'ailleurs connu pour être l'un des plus grands chasseurs de mafieux. Et en fait, il faut savoir qu'au moment de l'arrestation, une petite anecdote, Totorina a sur lui un pistolet et une fausse pièce d'identité. Alors sur cette pièce d'identité, bien sûr, le policier n'est pas dupe, il sait très bien que c'est une fausse car il se fait appeler Giovanni Grande. Donc, voilà. Maintenant, laisse-moi te raconter comment Totorina est parvenu à être le chef suprême de la mafia. En effet, au cours de sa carrière criminelle, il a été amené à évoluer. Il a eu une ascension au sein de Cosa Nostra. D'ailleurs, Cosa Nostra, ça veut dire notre chose. Donc pendant les années 1970, Totorina, Luciano Liggio et Bernardo Provenzano, ils vont commencer à avoir un certain pouvoir sur la ville de Palerme. Et ce pouvoir, il sera aussi donné par l'aide du maire de Vinto Ciancimino, qui est le maire qui va carrément les aider dans leurs affaires, si je puis dire. Mais à ce même moment-là, Totorina, qui veut asseoir son pouvoir sur la ville de Palerme, va rencontrer des ennemis, dont Bontate ou Inzerillo, mais aussi il va avoir des appuis de premier plan comme Michele Greco ou Pippo Callo. Ce sont deux figures emblématiques, là encore une fois, de la mafia sicilienne. Michele Greco, c'est le parrain de la famille palermitaine des Ciaculli, et Pippo Callo, il est surnommé le caissier de la mafia. Mais je vous expliquerai dans d'autres vidéos, je vous en expliquerai davantage sur eux. Pour le moment, concentrons-nous exclusivement sur Totorina. Donc pendant cette période, en fait, Totorina, il va prendre la place de Luciano Liggio, car ce dernier a été arrêté en 1974. Et sous Totorina, le groupe, en fait, il va augmenter sensiblement son pouvoir financier, notamment grâce au trafic de stupéfiants, mais aussi à la contrebande de tabac. Et ils vont être aidés aussi par les frères Nuvoletta, qui sont les chefs de la famille napolitaine, c'est-à-dire de la Camorra. Donc on voit qu'il y a un réseau qui se forme même entre mafias. On n'a pas encore des guerres de mafia à proprement parler. Le 16 avril 1974, il va se marier avec Antonietta Bagarella, qui est la sœur de son ami d'enfance Calogero. Et avec celle-ci, il va avoir 4 enfants, Maria Concetta, Giovanni Francesco, Giovanni Salvatore et Lucia. Peu après cela, il va y avoir une seconde guerre de la mafia qui va éclater. Il faut savoir que les principaux rivaux des Corleonesi sont Stefano Bontate, Inzerillo, Badalamenti, comme je l'avais dit auparavant, qui eux sont des parrains de différentes familles puissantes de Palerme. À Palerme, chacun veut le pouvoir, et Totorina ne peut pas avoir le pouvoir, car il est lui-même un Corléonais, donc il est obligé on est obligé de passer dans une guerre pour que Totorina puisse avoir la suprématie sur la ville de Palerme. Donc entre 1981 et 1983, Bontate et Inzerillo vont être assassinés avec plusieurs autres familles mafieuses.
pendant cette période, il y a plus d'1 million de personnes qui vont être massacrées. Il y aura une véritable prise de pouvoir de Totorina, des Corleonesi et de ses alliés. Donc en 1983, les Corleonesi ont totalement pris le contrôle de la mafia. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Plus tard, leur influence il va encore s'accentuer car ils vont éliminer leurs alliés comme Filippo Marchese, Giuseppe Greco et Rosario Riccobono, ce qui fait qu'ils vont encore plus étendre leur pouvoir. Mais en 1984, la tactique des Corleonesi, elle va se retourner contre eux. Car en 1984, il y a un ancien mafieux, un repenti, Tommaso Buscetta, qui devient le premier mafieux sicilien à devenir collaborateur de la justice. Donc il va être un repenti, en italien on dit pentito, et il va coopérer avec les autorités. Donc je vous parlerai une prochaine fois de Buscetta, mais il faut savoir que lui, il provient d'une famille mafieuse qui a perdu lors de cette seconde guerre de la mafia. Donc c'est très important, ça à savoir. Puis aussi, il faut savoir que Buscetta il a passé un accord avec le procureur Giovanni Falcone et il va témoigner au maxi-procès durant la moitié des années 1980. Je vous reparlerai dans une autre vidéo du maxi-procès, car à elle seule, se mériterait, je sais pas, 1 millier de vidéos. En 1989, Riina il va arranger les assassinats de nombreux de ses alliés, donc toujours dans cette seconde guerre de la mafia. Et par exemple, il va faire tuer le parrain des Ciaculli, il va faire tuer Vincenzo Puccio et ses 2 frères, par exemple. Car il dit que Vincenzo Puccio, il avait planifié de prendre la tête de la mafia sicilienne. Bon, après ça, on n'a jamais pu vérifier si c'était vrai ou pas. En tout cas, une rumeur courait, donc Totorina a préféré l'éliminer avec ses frères. Riina va aussi faire tuer Stefano Bontate et Salvatore Inzerillo, car ils vont l'empêcher dans ses activités. Et entre 1981 et 1982, il va donc avoir la deuxième guerre de la mafia, au cours de laquelle il y aura eu en tout plus de 1000 assassinats. Et après cette deuxième guerre de la mafia, il va régner en tant que capo dei capi, c'est-à-dire chef de tous les chefs. Et en fait, son règne, il va marquer un changement de la perception de la part du public pour le crime organisé. En fait, au début, traditionnellement, les Siciliens ils reconnaissent l'existence de la mafia comme un groupe cohérent, organisé. Mais cette vision traditionnelle de la mafia a par exemple été maintenue par les anciens parrains. Mais ça, c'était avant que la faction de Riina devienne imposante. Car la mafia sicilienne est dominée par les familles de Palerme qui ont le contrôle de nombreux votes. Donc on a aussi une dimension politique qui se rajoute à la dimension criminelle. Elle lie ainsi des relations bénéfiques avec des politiques locaux tels que le maire de Palerme, comme j'ai dit précédemment, comme Vito Ciancimino ou même Salvatore Lima. D'ailleurs, Ciancimino, il est né à Corleone et il a corrompu sans aucune limite un projet immobilier, par exemple, d'une célèbre vallée connue comme la Conca d'Oro, la Coquille d'Or, qui a amassé au passage une grande fortune dans l'opération. Mais bon, passons, c'est pas très important. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Il y a énormément de choses à dire sur Totorina et j'ai envie que la vidéo ne dure pas 3000 minutes, mais une demi-heure environ, tout au maximum. Donc Totorina, il va adopter une stratégie de violence et il va perpétrer plusieurs massacres, comme par exemple le massacre de Noël.
où le 23 décembre 1984, le train 904 est plastiqué, ce qui va tuer 19 personnes et en blesser 267 autres. Donc cet événement, comme je l'ai dit, il est connu sous le nom du massacre de Noël, Strage di Natale. Alors au début, il avait été attribué à des extrémistes politiques, mais en fait, plusieurs années plus tard, on découvrira des explosifs, dans une cache de Giuseppe Callo qui faisait partie de la mafia sicilienne. C'est comme ça qu'on apprendra que la mafia était derrière cette attaque. Ils vont aussi faire tuer en 1982, par exemple, en mai 1982 pour être précis, le Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui est quelqu'un de très important. C'était le général des carabiniers, un préfet mais aussi un résistant italien, donc une grande figure de l'Italie. Mais ces deux plus grands crimes, ça va être les assassinats de Falcone et Borsellino, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, encore une fois. Donc, depuis le début de la vidéo, vous avez vu qu'il va y avoir pas mal d'autres vidéos. Donc, si vous voulez bien suivre toutes les vidéos, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça m'encouragera, et aussi à activer la cloche des notifications, car tous les mercredis, il y aura une vidéo qui va sortir. Reprenons. Le 15 janvier 1993, à l'aide des informations d'un indicateur, les carabiniers arrêtent enfin Totorina, qui était dans sa voiture en compagnie de son chauffeur dans sa villa à Palerme. Alors, l'indicateur, en fait, ce n'est autre que son chauffeur, Balduccio Di Maggio. C'est un mafieux ambitieux qui a laissé sa femme et ses enfants pour sa maîtresse. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui sera reproché par Totorina. Il lui dit qu'il ne sera jamais un parrain. Balduccio Di Maggio sait que Rina ordonne la mort de ses subordonnés qu'il juge douteux. Aïe aïe aïe. Di Maggio fuit donc la Sicile et il collabore avec les autorités, car il sait qu'il est le prochain sur la liste. Plusieurs de ses parents seront par la suite tués pour sa trahison. Rina aura été un fugitif pendant 23 ans environ. Pendant 23 ans, il s'est caché. Il a changé de position, mais au final, il est resté en Sicile, pas très loin des siens. Rina, il prétend n'être qu'un pauvre comptable harcelé. Et dans son costume de piètre qualité, cet homme qui a, au moment de son arrestation, 62 ans, il a l'air d'être que cela. Parce qu'on voit une personne de petite taille, 1m58, pourquoi lui ferait peur à toute la population sicilienne? C'est quelque chose d'insensé. Mais on va lui poser des questions. Par exemple, où il travaille. Et en fait, il va dire qu'il n'a pas envie de répondre car il n'a pas envie de salir la réputation de l'entreprise. Ainsi, il va être placé en détention parce qu'il y aura trop de choses suspectes qui vont tourner autour de lui. Rina, il va rester poli, respectueux envers les officiers de police et il va même les remercier plus tard de l'avoir bien traité. Alors, voilà, on voit totalement la contradiction. Il veut se faire passer pour quelqu'un de non violent, alors que c'est quelqu'un de féroce. Il pense avoir réussi à les prendre pour des imbéciles, en disant non seulement qu'il n'avait jamais entendu parler de la mafia, mais aussi il insiste sur l'idée qu'il n'avait aucune idée d'avoir été le fugitif le plus recherché en Sicile des 23 dernières années. C'est-à-dire que il dit que pour lui, il savait même pas qu'en fait la mafia existait. D'ailleurs, il l'aura toujours nié. Enfin, voilà. Ça, c'est un autre débat. Mais pendant 23 ans, il a été recherché par toutes les polices de la Sicile. Mais lui, il fait comme il ne savait rien. Pour lui, il travaille. Il n'a pas envie de dire où il travaille. Ça s'arrête là. C'est une petite personne.
une petite gens, c'est un Sicilien comme un autre, à la seule différence qu'il a commis des crimes. Mais d'autres témoignages indiquent que Rina n'avait cessé de crier « communiste » aux policiers qui l'arrêtaient. Alors il y aura eu plusieurs controverses lors de sa cavale. Je ne débattrai pas sur ça puisque le plus important c'est qu'il ait été arrêté. Malheureusement aujourd'hui la mafia sicilienne elle continue tous les jours et on suppose que le nouveau chef de la mafia serait Matteo Messina Denaro. Ça c'est une autre histoire. Donc Totorina était marié, comme je l'ai dit, mais aussi ça a été une personnalité... c'est une personnalité aussi très réservée et évasive. Rina, en fait, c'est un personnage très énigmatique. Par exemple, Antonino Calderone, qui est un collaborateur de justice, il va le décrire comme étant incroyablement ignorant, mais possédant une intuition et une intelligence difficiles à cerner, très dur à prévoir. Ça correspond totalement à l'image qu'on peut se faire de Totorina. Il est incroyablement ignorant. Ce petit homme d'1m58, il a l'air de n'avoir reçu aucune éducation. Et oui, il travaillait au champ sans doute avec ses parents, donc son éducation s'est très vite arrêtée. Mais par exemple, comme beaucoup de Siciliens, il est aussi, il a cette intuition que tout être humain aussi peut avoir. Sauf que lui, il avait aussi une intelligence, qui dépassait les entendements, puisque il savait à chaque fois quel stratagème mettre en place pour arriver à ses fins. Et c'est pour ça que il était d'une extrême férocité, car sa philosophie est que si quelqu'un a mal au doigt, il vaut mieux couper le bras entier pour être sûr, comme a déclaré Calderone. Étrange vision des choses, mais bon. Alors, Totorina aura passé les restants de ses jours en prison. Il a été jugé lors du maxi-procès, mais on en reviendra plus tard au maxi-procès dans une prochaine vidéo que je vais vous faire sur plusieurs vidéos, car il y a énormément de choses à vous dire. Alors Totorina est mort le 17 novembre 2007, un jour après son 87e anniversaire. À ce moment-là, il était dans un coma artificiel, après 2 opérations chirurgicales dans l'unité médicale de la prison de Parme. Les raisons de sa mort n'ont pas été annoncées. Et d'ailleurs, il n'a pas été planifié d'obsèques publiques, car Totorina était un mafieux condamné. Au moment de sa mort, il est toujours considéré comme étant à la tête de Cosa Nostra. Donc, on peut se dire que c'est un peu le Kim Jong-il de la Corée du Nord. Même après sa mort, il continue de régner. Totorina, c'est pareil. C'est un symbole de la mafia et on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, Totorina, chez tous les mafieux, c'est un modèle. Malheureusement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu long. J'espère que vous aurez bien compris, car il y avait beaucoup d'informations. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos mercredi prochain. Lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Enfin bref, suivez la chaîne. Ciao.